de résultats du programme pays du PNUD. Aussi, cet exercice de revue est l'occasion de discuter et d'échanger sur les contraintes rencontrées, les enjeux et défis ainsi que les opportunités, les risques et perspectives pour le prochain cycle. Dans un mot d'introduction, la représentante résidente du PNUD, coordonnatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies, Madame Valérie Clef, s'est dite fière de prendre part à cette revue annuelle 2015. Elle a précisé que cette réunion est le couronnement d'une année d'intenses activités autour du cadre de coopération gouvernement-PNUD. Analysera la mise en œuvre de 3 piliers des domaines de coopération djiboutien et PNUD, à savoir croissance inclusive et réduction de la pauvreté, environnement et changement climatique, et gouvernance démocratique et état de droit. Je me permets de rappeler que la présente revue intervient à mi-parcours de la mise en œuvre du programme Paix et de son plan d'action 2013 à 2017. De ce fait, les échanges et la concertation de cette journée va capitaliser les conclusions pertinentes et leçons tirées de l'évaluation indépendante à mi-parcours approfondie du programme Paix qui vient de se terminer bientôt. Cette évaluation a permis de juger la pertinence des interventions, de nos interventions, et de faire des recommandations sur la stratégie et les opérations pour la période restante. Et en prenant la parole, le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la coopération internationale, Ahmed Ali Sillaï, s'est réjoui de la tenue de cette réunion de revue annuelle entre le gouvernement djiboutien et le bureau du PNUD à Djibouti. Je vous propose d'écouter. Il est important de rappeler que le plan d'action du programme pays du PNUD est le fruit d'un processus interactif qui a regroupé l'ensemble des acteurs au développement à Djibouti, ainsi que les points focaux nationaux des ministères sectoriels en étroite collaboration avec l'agence gouvernementale de coordination qu'est le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce document constitue une référence dans la mise en œuvre conjointe des progrès et programmes sectoriels appuyés par le bureau du PNUD. Il est le fruit d'une volonté conjointe du gouvernement djiboutien et du PNUD d'atteindre les objectifs de développement socio-économique basés sur les priorités nationales et les objectifs de développement durable. À l'issue de cette rencontre, les départements sectoriels et le programme des Nations Unies pour le développement tireront les leçons des activités de renforcement des compétences et de développement des capacités des partenaires de réalisation pour une plus grande appropriation du processus par la partie nationale. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier le PNUD présent à Djibouti pour leur assistance et participation à l'action du gouvernement djiboutien dont l'objectif est d'assurer un bien-être social et économique afin de faire disparaître la pauvreté extrême dans l'ensemble du territoire national. Et en s'agissant des relations diplomatiques entre la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite, vent bon train. C'est dans ce sens que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahamoud Ali Youssouf, porte à la connaissance des commerçants djiboutiens et autres hommes et femmes d'affaires que le Royaume d'Arabie Saoudite a mis en place un mécanisme pour faciliter l'octroi des visas commerciaux dans les 24 heures. Ces derniers doivent présenter à l'ambassade saoudienne à Djibouti, saoudite
Saoudite à Djibouti l'invitation de leurs partenaires commerciaux saoudiens afin d'obtenir le visa dans les 24 heures qui suivent. Le ministre saisit donc cette occasion pour remercier le serviteur de l'USA, son gouvernement et l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti pour ce geste. Et toujours en nouvelle du pays, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Douale, a reçu ce matin dans son cabinet les partenaires publics et privés pour le projet de la mise en place du cadre légal et institutionnel. Cette réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Hassan, la représentante de la Banque mondiale à Djibouti, Houma Zahra Al-Fatouhi, ainsi que l'Agence française de développement, l'AFD. L'économie et des finances en charge de l'industrie a sollicité l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement pour la mise en place du cadre général de partenariat public-privé, et ce, afin de mener à bien des projets d'infrastructure et d'assurer des missions de service public et plus largement d'innover dans le contexte des efforts entrepris pour relancer l'économie nationale. Les partenariats publics-privés sont considérés comme des instruments intéressants pour le développement structurel à long terme d'infrastructures et de services de fait qu'ils permettent de bénéficier à la fois des avantages du secteur privé et ceux du secteur public. L'objectif donc de cette réunion était de définir l'adoption de la stratégie d'introduction à Djibouti et l'appui au secteur prioritaire, à savoir l'énergie, le transport ou encore la télécommunication. Une cérémonie de réception des véhicules et des affaires militaires octroyées par le Royaume d'Arabie Saoudite à la garde-côte djiboutienne s'est déroulée ce matin au port de pêche. Cette cérémonie, placée sous le patronage du ministre de l'équipement et des transports, Moussa Hassan, a réuni sur place le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Boghoré, le chef de la sécurité nationale, Hassan Khairé, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, Hassan bin Mohamed Al-Ahmari, ainsi que le colonel Khalid bin Abdelaziz Al-Nasser de la garde frontière saoudienne. Quelques mois après la réception de 5 patrouilleurs offerts par le Royaume d'Arabie Saoudite, ces dizaines de véhicules et effets militaires viennent ainsi renforcer le moyen de transport terrestre et autres équipements de la garde-côte djiboutienne. Cette cérémonie officielle de réception de ce don a ainsi permis au commandement de la garde-côte djiboutienne d'exprimer leur remerciement au Royaume d'Arabie Saoudite pour ce don qui ne fera sans aucun doute augmenter la capacité opérationnelle de son institution. Quant aux donateurs et notamment le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, il a rappelé que ce don faisant également suite au récent déplacement du chef de l'État en Arabie Saoudite. Déplacement qui a permis sans nul doute de raffermir davantage les relations entre les deux pays, une relation qui existe depuis plus de 40 ans. الذي يضاعف المسؤوليات المناطة بجهازي حرس الحدود وخفر السواحل بالبلدين ويؤكد على أهمية التعاون والتنسيق خادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الشقيق. إن حكومة جيبوتي الشقيقة وما تقدمه من دعم لأشقائها في الدول الأخرى وخاصة جمهورية جيبوتي. Et pour plus d'explications là-dessus, je vous propose d'écouter le discours du ministre des Transports, M. Moussa Hassan. Le Royaume d'Arabie Saoudite a entrepris de participer aux efforts de la République de Djibouti visant à renforcer la sécurité et la sûreté maritime du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden en général. Comme en témoignent les 5 patrouilleurs d'interception rapide déjà octroyés en août 2015, qui constituent aujourd'hui une flotte réactive qui répond aux besoins de toujours avoir une longueur d'avance sur les agissements des criminels qui opèrent en mer. Le soutien du Royaume d'Arabie Saoudite, qui rejoint le soutien de nos autres partenaires américains, japonais, européens et chinois, s'est aussi matérialisé à travers des formations que des officiers, sous-officiers, pilotes et mécaniciens de la garde-côte djiboutienne ont effectuées à l'Académie navale Mohammed Ben Naïf située à Jeddah, afin de pouvoir exploiter pleinement les avantages offerts par les nouveaux patrouilleurs. Cette coopération dans le domaine de la formation pose les jalons d'un partenariat stratégique à long terme afin de former des personnels compétents et qualifiés dont a besoin la garde-côte djiboutienne pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.
Donc après les discours officiels, place à la coupure du ruban où a assisté le ministre de l'équipement des transports Moussa Hassan, mais également le commandant de la garde côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Boghoré, mais également le chargé d'affaires de l'Arabie Saoudite. Il s'agit en effet de 15 Land Cruiser pick-up et de 10 camions citernes remis par le chargé d'affaires de l'Arabie Saoudite à Djibouti pour le transport de l'eau et du carburant. À cela s'ajoutent des effets militaires composés de 1000 tenues et 1000 chaussures ainsi que 1000 sacs à dos. Le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles porte à la connaissance du public que conformément à la loi et le décret d'application définissant les modalités d'octroi des licences de distribution des hydrocarbures, des sociétés distributrices des produits pétroliers n'ayant pas respecté les conditions ne verront pas leur licence renouvelée. Au cours de l'année 2015, il a été constaté que des infractions aux dispositions de la législation en vigueur auprès de 3 sociétés suivantes, Emerol et Djibouti Petroleum. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les licences d'exploitation de ces sociétés susmentionnées seront annulées. Toujours en nouvelles du pays, une cérémonie de signature de convention en partenariat entre le Conseil national de la société civile et la commune de Boulaou s'est tenue ce matin à la bibliothèque municipale. Cette signature et l'émergence d'une société civile portée et organisée dans la société djiboutienne pour mieux améliorer les relations de travaux dans l'avenir. Cet événement a vu la participation du président de la commune de Boulaou et le président du Conseil national de la société civile, mais également des nombreux responsables civils et militaires du pays. L'utilité de cette convention permet de voir dans l'avenir que la société civile djiboutienne peut se réorganiser et mener des actions dans un contexte de développement communautaire de la vie sociale. Cet engagement peut être nécessaire non seulement à la commune, mais également au Conseil national, mais aussi aux acteurs de la ville sociale qui peuvent avoir des partenaires concernant le secteur privé, comme le Conseil national a promis d'être un intermédiaire pour faciliter le travail entre les deux parties. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Haroun Omar Adan, a lancé aujourd'hui les travaux d'un atelier de rédaction des programmes et des contenus de l'enseignement général liés aux spécialités de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Plusieurs hauts cadres et responsables du MENFOP ainsi que le directeur général du CRIPEN ont pris part au lancement de ces travaux qui a réuni l'ensemble des inspecteurs, conseillers pédagogiques ou encore les membres des commissions de rédaction curriculaire. Dans son mot d'ouverture, M. Haroun Omar Adan a longuement insisté sur l'importance du processus de réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. À ce titre, il a souligné l'intérêt d'une élaboration et d'une rédaction studieuse et concertée des programmes et contenus des disciplines générales liées aux spécialités de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a par ailleurs salué le travail remarquable des responsables et des membres des commissions rédactionnelles qui ont d'ores et déjà bouclé la rédaction des programmes et des contenus dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Spécialité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après l'écriture de référentiels de formation concernant les différentes parties de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons passé aujourd'hui à la phase de l'écriture de tout ce qui concerne les programmes de l'enseignement général, à savoir le français, le mathématique, l'histoire géo, la philosophie, afin de donner bien sûr à ces jeunes non seulement la pratique du métier, mais aussi une culture générale qui leur permettra par la suite de s'exprimer dans les milieux de travail et d'avoir une connaissance élargie du monde de l'emploi. Un atelier sur l'éducation environnementale, c'est destiné aux enseignants arabophones des écoles privées à Djibouti, a ouvert ses portes ce matin au Palais du Peuple. Explication avec Negat Fouad Saïd. L'éducation environnementale est conçue comme un processus dans lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur environnement et de là adoptent un comportement soigneux et respectueux envers l'environnement.
En effet, ils prennent conscience de la valeur, de la connaissance et de l'expérience et aussi la volonté qui leur permettra d'agir individuellement et collectivement pour vaincre le phénomène qui détruit l'environnement, principale ressource de vie. Était présent le directeur de l'environnement, M. Abdelkader Ahmed Aoulet, le conseiller technique du ministère de l'Environnement, les représentants du PERSGA, ainsi que les enseignants des écoles privées arabophones. Cet atelier fait suite logique du processus de la sensibilisation de formation des enseignants sur le concept de l'éducation environnementale et sur le contenu du kit scolaire de l'environnement marin et côtier de la région Mer Rouge et Golfe d'Aden. Pour garantir les besoins des générations actuelles et futures. À ce titre, la préservation et la protection de nos ressources environnementales passent nécessairement par l'éducation, la sensibilisation et la formation dont vous êtes responsables quotidiennement et les premiers acteurs concernés auprès des jeunes et des moins jeunes. Vous conviendrez aisément avec moi que les enseignants ont un rôle fondamental à jouer dans l'éducation environnementale, ce qui contribue réellement à la promotion de la protection de l'environnement et du développement durable au sein de notre société. Mesdames, Messieurs, chers participants, les progrès de l'économie, de la science et de la culture ne peuvent se poursuivre sans qu'ils soient tenus compte des conséquences de l'action humaine sur la nature. Et il est évident que la formation d'un comportement soigneux et attentif à l'égard de l'environnement, le développement des connaissances et des compétences indispensables à sa protection et à son amélioration doit faire partie intégrante du système général de l'éducation, d'enseignants et de formation. Nous faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve juste après pour la suite. على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et nous revoilà ensemble pour la suite de cette édition du 15h. Et sans plus tarder, voici l'actualité internationale. Une vingtaine de pays et organisations internationales réunies à Rome ont appelé à un cessez-le-feu immédiat en Libye et à la formation rapide d'un gouvernement d'union pour mettre fin au chaos qui règne dans le pays depuis plus de 4 ans. Explication dans ce reportage. Une vingtaine de pays et organisations internationales réunies hier à Rome ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans Libye et à la formation rapide d'un gouvernement d'union pour mettre fin au chaos régnant dans le pays. À l'issue d'une conférence internationale sur la Libye qui se tenait dimanche 13 novembre à Rome, une vingtaine de pays, organisations internationales ont solennellement appelé à un cessez-le-feu immédiat en Libye et à la formation rapide d'un gouvernement d'union pour mettre fin au chaos régnant dans le pays. Un gouvernement d'union nationale basé à Tripoli Est est l'essentiel pour faire face au partenariat avec la communauté internationale aux défis critiques auxquels le pays est confronté dans le domaine humanitaire, économique et sécuritaire, ont annoncé ces pays dans un communiqué conjoint à l'issue de la réunion co-présidée par l'Italie et les États-Unis. Les signataires ont mentionné en particulier l'organisation de l'État islamique et d'autres groupes extrémistes et organisations criminelles engagées dans toutes les formes de contrebande et de trafic, en particulier d'êtres humains. Et en France, le Front National de Marine Le Pen n'est finalement pas parvenu à remporter aucune région française. Alors qu'il était arrivé en tête dans 6 d'entre elles au premier tour, la droite gagne ainsi 7 régions sur 13, la gauche en conserve 5, et ce sont les autonomistes qui l'emportent en Corse. Explication dans cette séquence. Bien oui, il est vrai, le Front National n'a réussi à remporter dans aucune région française ces élections régionales. Marine Le Pen se félicite cependant de la progression constante de son parti. Par rapport à la dernière élection régionale en 2010, nos listes passent de 9,17% à 30% de voix en ce second tour, soit 5 ans plus tard. Le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. C'est du moins ce qu'a déclaré la présidente du Front National. Des centaines d'élus FN vont en effet faire leur entrée dans les conseils régionaux. Ni à droite ni à gauche, on ne clame vraiment victoire après le choc du premier tour. Les Républicains ont bénéficié du retrait du candidat PS dans le Nord, au Pas-de-Calais, Picardie et un PACA. Cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte faire oublier les avertissements qui ont été adressés à tous les responsables politiques, nous compris, du premier tour de ces élections régionales, a rappelé Nicolas Sarkozy, président des Républicains. Les socialistes résistent mieux que prévu et conservent 5 régions. Le Premier ministre affirme avoir tiré la leçon des régionales. Il affirme être déterminé à agir sans relâche pour obtenir plus de résultats sur le front de l'emploi. Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté, loin de là. Je n'oublie pas les résultats du premier tour et des élections passées, et je mesure la responsabilité qui est la mienne, la nôtre, celle de notre gouvernement sous l'autorité du président de la République, a affirmé Manuel Valls. Aucun remaniement ne serait à l'ordre du jour. Ce scrutin donne une idée de la répartition des forces politiques à 1 an et demi de la présidentielle. Il s'est déroulé dans un contexte très particulier, un mois jour pour jour après les attentats de Paris. Après l'adoption samedi d'un accord international sur la lutte contre le réchauffement climatique, plusieurs écologistes restent toutefois sur la défensive. Aux Philippines, aux États-Unis ou encore en France, à bicyclette ou munis d'une longue ligne rouge en guise de banderole, des militants écologistes ont tenu à rappeler leur vigilance peu après la signature de cet accord à Paris sur le climat. Explication également. Ils restent sur la défensive. Aux Philippines, aux États-Unis, en France, à bicyclette ou munis d'une longue ligne rouge en guise de banderoles, des militants écologistes ont tenu à rappeler leur vigilance peu après la signature de l'accord de Paris sur le climat. S'ils entérinent la nécessité de contenir la hausse des températures par un mécanisme de révision
des engagements de chaque pays, il reste encore beaucoup à faire selon eux. Pour respecter le seuil de 2 degrés, les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser de 40 à 70% ces 35 prochaines années, ce qui suppose d'accélérer la transition énergétique et le recours aux technologies vertes. C'est tout pour cette édition de la rédaction. On va rester avec nous. Bougez pas. Tout de suite, c'est les minutes du focus de ce début d'après-midi avec Nagat Fouatiride. L'ONEAD informe ses abonnés que les factures et consommations d'eau du mois de novembre sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République et d'Ambouly. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours. Au-delà du 31 décembre 2015, une campagne de coupure systématique sera mise en place. L'équipe technique et commerciale de la TNT passera dans différentes régions de l'intérieur, dans le but d'équiper les habitants en TNT. L'Équille du 15 au 17, Alice-Évier du 18 au 20, Arta du 21 au 23, Oboc du 24 au 26, Tejora du 27 au 29 du mois de décembre. Venez nombreux pour profiter de cette belle occasion. Promotion spéciale fin d'année du 20 octobre jusqu'au 31 décembre à Marie l'Automotive. Grand déstockage de fin d'année au magasin des pièces détachées. Remise de 30 à 70% sur toute la gamme Toyota, Renault, Ford, Piaggio, Yamaha. Bien avant que tu ne naisses, j'en savais déjà beaucoup sur toi. Tout ce que je fais pour toi, c'est par amour. Et je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, si tu pleures pour ton premier jour d'école, je risque de pleurer encore plus. Nouveau Nido Fortigro, une combinaison unique de vitamines, minéraux et protéines de qualité qui aide vos enfants à grandir et réussir. Ayez confiance en vous. Nido, votre amour, leur futur. Nagat Fouatiride va rejoindre sur ce plateau. Bonjour Nagat, bienvenue et nous allons parler tout de suite, sans plus tarder, sur l'élection, comme je disais à tous nos téléspectateurs tout à l'heure à 11h, de l'élection régionale en France. Voilà. Donc l'élection régionale en France, droite et gauche se réveille, soulage, mais ni vainqueur ni vaincu, voici en substance ce que titre la presse française au lendemain de la seconde tour des élections régionales où le Front National est sorti bredouille mais a mobilisé 6,5 millions d'électeurs. Dans l'ensemble, en effet, dans l'ensemble, la presse pousse un gros soupir de soulagement. Au lendemain de son tour des élections régionales, les grands titres français estiment que la défense républicaine a réussi à sauver les meubles. Le Front National n'est pas passé, la Libération, la Figaro, la Croix, tous disent que soulagé, mais 3 points de suspension. Dimanche 13 décembre, le Front National a échoué à conquérir le moindre région au second tour des régionales, tandis que la moindre région au second tour, droite raflé 7 et la gauche 5. Donc, mais le parti de Marine Le Pen a récolté au total 6,8 millions de voix, un record pour l'extrême droite. Hier, les Français ont pris leur responsabilité, a écrit Jean-Marie Montali dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le rejet qu'inspire le parti de Marine Le Pen reste majoritaire dans le pays et pousse les électeurs à se mobiliser
en fine lorsque le risque apparaît. Donc a écrit de son côté Cécile du quotidien économique Les Échos. Donc le soulagement est grand, cependant il ne faudrait pas que ce soit un lâche soupir, a indiqué Guillaume en reprenant la formule historique de Léon Blum au lendemain des accords de Munich. Donc le barrage républicain a cimenté le bloc de refus impuissant. Mais le message du premier tour n'est pas effacé, a estimé Hervé Chabouf. Tout le monde a tenu à exprimer quelques expressions. Voilà. Et il faut dire aussi que le taux de participation a été très élevé depuis 2002, où on pouvait noter 58,44%. Bien sûr, pour ces élections régionales, une première depuis 2002. Et nous allons parler sport maintenant, Nagad. Et il faut dire que l'équipe parisienne, Paris Saint-Germain, va affronter Chelsea, les Anglais, pour les huitièmes de finale des Ligues des Champions. En effet, le PSG retrouve Chelsea pour la troisième fois suite aux Ligues de Champions. Ligue de Champions, en fait, le tirage au sort du huitième de finale de la Ligue de Champions a rendu son verdict. Le PSG défiera encore pour une troisième fois Chelsea, ceci pour la troisième fois. Troisième année consécutive, il faut dire. Voilà, 3 années consécutives, ils se sont confrontés. Donc Paris avait été éliminé par les Anglais en quart de finale l'année dernière. Il y a en fait 2 ans 2013. Et avait pris sa revanche l'an dernier en huitième de finale. La belle annonce est très brûlante en fait au niveau des tensions. Une classique pour la troisième fois consécutive, le PSG va croiser les routes de Chelsea en Ligue des Champions pour une belle qui va valoir son pesant d'or. Donc sorti en quart de finale pour les Bleus en 2013, 3-1, 0-2. Les hommes de Laurent Blanc avaient pris leur revanche l'an dernier avec 1-1, 2-2 avec des matchs nuls en gros. Paris évite les deux ogres de Barça et Bayern. On peut dire qu'il peut souffler, mais ne doit pas en fait se sentir plus légère pour autant. Si Chelsea est possessif en début de saison en Premier League, personne ne sait quel visage il offrira le 16 et le 17 février prochain au Parc des Princes, puis le 8 et le 9 au Stamford. C'est pour les matchs retour pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et nous allons refermer ce focus avec la solide comme toujours, Nagat. On va parler de Disney, l'auteur de Star Wars. Quand il s'agit de faire la promotion de leurs films, les studios Disney sont tous sur les fronts, surtout lorsqu'il est question de phénomènes planétaires comme la sortie de nouveaux Star Wars pour leurs fans, je parle pour eux. Et pour être sûr que personne ne passe à côté du 7e volet, le réveil de la force, quel meilleur moyen d'incruster les personnages de la saga dans le produit quotidien. Donc sur Régie, un utilisateur identifié comme un pseudonyme a mis en ligne hier la photo d'un sachet orange avec illustration de nouveaux robots de leur film. Donc l'endroit où a été prise cette photo n'est pas identifiable pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, quelques heures, le cliché a été vu par 4 millions d'internautes. Je prie. Pour tous les amoureux du réveil, ils ont appelé cette nouvelle, ce nouveau film de Star Wars, bien sûr. La nouvelle saison. Merci beaucoup, Nagad, pour ces précisions. Je te retrouve demain à partir de 11h dans la matinée, Inch'Allah. C'est partagé également. Merci également de nous avoir suivis. Je remercie au passage toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui réalisent tous les jours ce bulletin d'information. Sachez que vous avez rendez-vous ce soir pour une nouvelle édition à 22h. Ali Abdillahi, Asma Obaker. Je vous retrouve demain, bien sûr, sur le même plateau à 11h dans la matinée, Inch'Allah. Bye bye.